avec Sotelma Malitaire. « 13h passées de quelques minutes, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le sommaire, les groupes armés s'engagent à cesser les violences dans le nord du Mali. Comment les Maliens réagissent à cette actualité? Élément de réponse dans ce journal. Les cybercafés ne marchent plus à Bamako. Qu'est-ce qui explique cette situation? Vous aurez des éclairages dans cette édition. Week-end or pour les sportifs maliens, nos équipes nationales, seniors en basket et cadets en football se sont bien illustrés. À suivre les détails à la fin de ce journal. C'est tout pour le sommaire, le développement dans un instant avec Oumou Dambélé. Les partis se sont engagés à cesser immédiatement toute forme de violence et à s'abstenir de tout acte ou de propos provocateurs sur le terrain, ce qui ressort de la déclaration de cessation des hostilités qui a été signée le jeudi dernier à Alger. Cette déclaration a été signée sous l'égide de la médiation internationale. Le but est d'avoir dans un climat de confiance entre les différentes parties de la crise malienne et d'aboutir aussi à la signature d'un accord global de sortie de crise. Quelle est la réaction des Maliens? Élément de réponse avec Kassim Traoré. La signature de la déclaration de cessez-le-feu est diversement appréciée par les habitants de la capitale malienne. Des gens sont là en train de mourir chaque jour par le MNLA. Et à chaque fois, on voit que les gouvernements qui sont supposés nous aider, chaque fois sont à Alger, ils ne savent même pas ce qui se passe au nord. Et chaque fois, ils sont là à nous emmerder comme quoi cessez-le-feu, je sais pas, traiter. Nous, on en a plus que marre. On veut que le gouvernement prenne ses positions une fois pour toutes. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que le Mali et ses groupes armés sont à Alger actuellement pour la négociation. Donc ça permet de donner une chance à cette négociation-là. Pour certains protagonistes, la signature de cette déclaration peut se traduire par des actes concrets sur le terrain. Avant de signer des accords, il faut que les gens se fassent confiance. Il faut des patrouilles mixtes, il faut la CTM, il faut les IMOV. Il faut vraiment déjà récupérer la mesure de confiance entre la coordination et la plateforme, entre l'État et le reste des mouvements, je dis bien tout le monde. Il faut déjà la mesure de confiance et ensuite aller vers des accords définitifs. Certains ressortissants des régions nord du Mali étaient en conclave à Bamako. Pour eux, la signature de cette déclaration est un début de solution. Ça va créer un peu de confiance entre les uns et les autres. Ça va faire un climat sain pour la négociation. Je crois que quand il y a cessez-le-feu bien respecté, ça veut dire qu'il y aura une liberté de circulation des personnes et de leurs biens, les mouvements des gens. Moi, je crois que ça va apaiser un peu les souffrances des populations. En tout cas, les différents protagonistes ne sont pas à leur première signature de cessation des hostilités sur le terrain. Cette deuxième sera-t-il la bonne? Wait and see. Merci Kassim Traoré. Une stratégie pour la justice transitionnelle au Mali. Le document est issu des réflexions et analyses des membres de la société malienne sur la problématique. Il a été présenté à la presse malienne le vendredi dernier à la maison de la presse de Bamako. L'objectif est de proposer aux autorités actuelles du Mali les voies et moyens pour rétablir la justice pour toutes les victimes de la crise qui a secoué notre pays afin de parvenir à la paix. Nous vous proposons d'écouter Olivier Kambamba, le président de l'organisation américaine Abaroli basée au Mali. Des propos recueillis par Mamadou Kane. Les victimes qui ont besoin de connaître la vérité la plus profonde sur les causes profondes qui ont fait qu'il y ait eu la guerre et pour lesquelles ils aient été victimisés doivent également le faire. Et les victimes ont également droit à des réparations et ils ont également le droit à ce que l'État puisse organiser l'État de manière à ce que la guerre, si vous voulez, ne se répète plus et que les violations qui leur soient arrivées ne se répètent pas non plus. Mais en plus de ces 4 piliers, l'État a l'obligation de promouvoir d'autres points essentiels comme la réconciliation nationale, comme le programme de politique de mémoire pour que les personnes se rappellent positivement le conflit et que toutes les personnes qui sont au Mali sachent que depuis janvier 2012, il y a eu tel ou tel fait et que l'État a agi pour s'assurer que ces faits ne se reproduisent plus jamais. La volonté politique de l'État doit être exprimée de façon univoque pour soutenir la justice transitionnelle. Cette volonté politique doit être aussi exprimée de façon claire sur ce que nous entendons comme politique de réconciliation nationale.
Page politique de ce journal. Expliquer la décentralisation, les enjeux des futures élections communales et régionales et la question de la réconciliation et la paix. C'était l'objet d'une conférence des cadres de la formation politique CDS Mogotigia. Elle s'est tenue à la Bibliothèque nationale de Bamako et a été marquée par l'intervention du président de la CDS. Écoutons Mamadou Bakari Sangare d'Iblaise, il est au micro de Kassim Traoré. C'est par réaffirmer leur soutien au président de la République que le président de la CDS Mogotigia a commencé son intervention. Mamadou Bakari Sangare d'Iblaise. On a le même devoir, on a les mêmes charges. Ce n'est pas seulement un partage de responsabilités officielles ou un partage de gâteaux, mais c'est en réalité une implication profonde afin qu'à l'heure du bilan, qu'on sache que c'est un tout qui a travaillé et qu'on en réponde, quelles que soient les réponses qu'on doit donner. Face aux enjeux et défis auxquels font face le Mali, les responsables de la CDS Mogotigia préconise la décentralisation. Et que cette décentralisation, si elle est bien appliquée et bien comprise, est la mère de toutes les solutions. Et autour de la compréhension de la décentralisation, des objectifs profonds des élections à venir, que nous avons convoqué cette réunion, qui au-delà de son caractère statutaire, est aussi une réunion de formation, une réunion d'information et une réunion d'implication afin que ces explications aillent jusqu'au plus profond du pays. Sans paix au nord, pourra-t-on parler d'élections régionales et communales? Les élections se préparent pas seulement matériellement, mais les élections aussi se prépare aussi dans l'esprit. En fonction des résultats obtenus progressivement, les autorités publiques vont devoir annoncer la conduite à tenir. Et à cette conduite, nous allons aussi nous tenir. Le cap est fixé et je crois que les partis politiques doivent travailler en fonction de ce cap ou de se réadapter en fonction d'une nouvelle modulation qui pourrait intervenir. Plusieurs partis amis de la CDS étaient de cette conférence de cadre. L'ADEMA y était représenté par le doyen Ali Niou Diallo. C'était un reportage signé Kassim Traoré. Le parti Alliance pour la République APR va vers ses militants à Ségou et à Nyono. Le week-end dernier, le président Oumar Ibrahim Touré, accompagné d'une forte délégation, s'est entretenu avec les militants et militantes des deux localités sur la ville du parti. À Nyono, le parti APR a eu 2 nouveaux adhérents. Le point complet avec Douba Dambélé. L'objectif principal de cette visite du président du parti APR, Oumar Ibrahim Touré, était de dire merci aux tout nouveaux militants de Nyono. Qui sont-ils ces nouveaux adhérents? Oumar Ibrahim Touré, président du parti APR. Je dois vous dire que c'est toute la section URD du cercle de Nyono qui a décidé de basculer à l'APR. Ce sont des anciens camarades, nous avons eu un parcours, nous partageons les mêmes convictions et ils ont décidé de choisir le moment de venir. Sinon, il n'y a jamais eu de rupture entre nous. Et c'est aujourd'hui qu'ils nous disent qu'ils sont définitivement prêts. Les 12 sous-sections plus la section décident d'adhérer à l'APR. Aussi, il fallait donner des consignes et principes aux militants à la base pour les élections municipales prochaines. Oumar Ibrahim Touré. Nous comptons d'abord sur nos propres forces. L'Alliance pour la République, c'est ça d'abord notre premier credo. Nous allons orienter nos camarades vers des alliances. Et pour ces alliances-là, nous avons d'abord l'Alliance pour le Mali, et qui est la deuxième force à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Deuxième cercle d'alliance, il s'agit des partis membres de la convention de la majorité présidentielle, parce que nous appartenons à la majorité présidentielle. Mais au-delà de tout, il y a aussi les réalités du terrain, aux intérêts du parti. Parti de la mouvance présidentielle, l'APR, à travers son président Oumar Ibrahim Touré, s'est dit fier des actions du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Merci Douba Dambélé. Aujourd'hui à Bamako, les cybercafés se font rares avec l'avènement de l'Internet via les téléphones portables. Le secteur connaît une baisse de son chiffre d'affaires. Si certains ont passé le verrou à la porte, d'autres par contre renforcent leurs services. Dalono Mogo s'est penché sur le sujet. Suivons son reportage. C'est en l'an 2000 que les cybercafés font leur rentrée au Mali, avant de connaître une période de floraison en 2004. Aujourd'hui, avec l'avancée des nouvelles technologies, notamment l'Internet via les téléphones portables, le secteur voit baisser un peu sa clientèle. Yacouba Keïta, gérant du cybercafé Le Globe. L'accès au réseau Internet est fait ailleurs par d'autres terminaux qui ne sont pas forcément nos ordinateurs. Ça, c'est vrai. On sent une certaine diminution. Il y a d'autres cyber qui se ferment parce que tout simplement, ils n'ont pas
pas de clients. Hormis cet état de fait, les cybercafés restent confrontés aujourd'hui à d'autres problèmes. Yacouba Keita. Aujourd'hui, par exemple, la majorité des cyber à Bamako fonctionnent avec le Livebox. Et le Livebox, ça fait environ 30, 32 000, 35 000 francs mensuels. Nous, on a par exemple le business qui fait jusqu'à 105 000. Alors posez-vous la question, quelqu'un qui dépense 105 000 rien que pour la connexion, alors que la majorité des clients ont des téléphones connectés. Ça veut dire qu'avec le temps, il y aurait problème. Si on doit revenir à des connexions avec un débit moins encore, ça veut dire que le client va être de moins en moins satisfait. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un message clair qui s'adresse aux opérateurs, c'est de revoir encore les offres, notamment le prix pour les cybercafés, afin de les permettre de continuer à survivre. Malgré cela, néanmoins, certains cybercafés tentent de sortir la tête dans l'eau en s'adaptant à l'évolution de la technologie et en proposant divers services. Il y avait des services qui existaient dans les cyber il y a de cela 10 ans qui n'existent plus. Il y a d'autres services qu'on va devoir créer. D'abord, même le secrétariat a existé bien avant la connexion Internet. Avant que le cyber ne soit sur Internet, il y avait les secrétariats. Donc, il y a des saisies, il y a des scannages, il y a des formations surtout. Nous, généralement, on s'appuie même sur la formation parce que des fois, on gagne plus dans la formation que dans la connectivité. Dans tous les cas, la lutte contre le chômage passe par l'entrepreneuriat. Donc, de quoi raviver ce secteur. 13 heures passées de 13 minutes. Le mouvement patriote pour le renouveau a 20 ans. Une journée de réflexion a été organisée le samedi dernier au CICB par la direction du parti pour célébrer ce 20e anniversaire. Elle a été une occasion pour le président du MPR de s'exprimer sur plusieurs faits marquant l'actualité nationale. Il s'agit entre autres de la crise du Nord du Mali, de la situation de l'école malienne et du soutien du parti au chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Shogel Kokalamaïga est au micro d'André Traoré. On peut dire que 20 ans après, aujourd'hui le MPR est un parti visible, un parti qui compte, un parti qui a des idées, un parti qui a des opinions sur l'ensemble des grandes questions. Et puis aussi, nous avons fait le bilan en disant que sur les grandes questions comme le Nord, il faut que l'État malien s'assume. Concernant l'école, nous pensons qu'en réalité, les réformes qui ont été faites ces 20 dernières années ne sont pas des réformes adaptées, comme vous l'avez entendu. On a amené l'alphabétisation à l'école. Moi, dans mon village, ils ne vont même pas à l'école, ils vont parler le sonrei. Ils quittent le village, ils ne peuvent même pas parler avec les autres. Et d'ailleurs, ceux qui ont initié et mis en œuvre ces réformes, aucun d'eux n'a son enfant dans ces écoles-là. Même ceux qui vont à l'école moderne avec la langue française, vous avez vu leur niveau. Donc on a cherché à augmenter le taux de scolarisation, mais la qualité de l'enseignement en a pris un coup. Et nous avons expliqué que notre soutien au président de la République est un soutien responsable qui permet de donner notre avis sur les grandes questions pour qu'il prenne dans ses avis ce qu'il estime nécessaire pour réussir son mandat. Nous le soutenons aussi lorsqu'il pose des actes qui sont importants de notre point de vue. Nous tenons à les amplifier pour que nos militants fassent partie de ceux qui l'encouragent à cela. C'était là un reportage d'André Traoré. L'inquiétude gagne le collectif des groupements intervenant dans l'assainissement au Mali. Depuis le début des travaux, il y a quelques semaines de cela, des jeunes chercheurs d'emploi se regroupent chaque jour de l'aube au crépuscule à l'entrée de la société Ozone. Ils dénoncent une manque de considération de la part de cette société à leur égard. Aounaba. La société Ozone ne serait pas prête à travailler avec les GIE intervenant dans l'assainissement au Mali. Bamadou Sidibé, président du collectif intervenant dans l'assainissement au Mali. Nous avons des inquiétudes et ces inquiétudes s'agrandissent de jour en jour parce que Ozone ne veut pas travailler avec nous. Le responsable de Ozone a clairement dit qu'il ne signera pas de contrat de prestation avec les GIE. Quant aux jeunes chercheurs d'emploi, l'Ozone aurait lancé un appel d'offres et ne parvient pas à leur fournir une information claire. C'est eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ont beaucoup d'emplois pour les gens. Ils disent qu'ils ont besoin de 20 000 personnes comme ça, c'est vrai, ils auraient appris. Mais si cela est vrai, chaque jour les gens viennent ici, recruter les gens. Et ceux-mêmes qui ont déposé leur dossier ne peuvent même pas être recrutés. Chaque jour nous venons ici pour chercher le boulot. Quand même il ne viendra pas, même si tu es un étranger ici, si tu es venu, tu ne trouveras personne pour te renseigner. Tu ne peux pas rentrer pour demander quelqu'un, personne ne vient pour signaler les gens, ah il y a ça ici, il n'y en a pas ça ici. Les gens viennent et retournent ici sans connaître rien et apprendre rien ici aussi encore. Et chaque jour on paie pour venir ici. Nous n'avons pas pu avoir la version de l'Ozone qui nous exige un rendez-vous pour une éventuelle interview.
Merci beaucoup, Arunaba. Parlons santé à présent. Les éducatrices africaines se mobilisent contre la maladie à virus Ebola. Elles ont lancé vendredi dernier au CICB une campagne de sensibilisation sur Ebola à l'endroit de plus de 20 000 élèves et étudiants. L'événement a été placé sous la présidence de la première dame du Mali, Keïta Aminata Maïga. Le point avec Fanta Diakité. Le Forum des éducatrices africaines, FAWE, offre une éducation de qualité à travers les pays. FAWE est présent dans 34 pays dans le monde, dont le Mali. Pour mieux sensibiliser ses pairs sur la maladie à virus Ebola, les jeunes du réseau FAWE en ont fait son cheval de bataille. Togola Awasemega, présidente du bureau régional du réseau FAWE. Nous avons fait le choix de sensibiliser et mieux encore, d'engager directement les élèves dans cette campagne de sensibilisation. L'objectif visé est de sensibiliser plus de 20 000 élèves et étudiants sur la maladie à virus Ebola sur toute l'étendue du territoire et les impliquer directement en tant que relais pour une sensibilisation plus large et plus pérenne pour la société. La présidente du secrétariat régional du Forum des éducatrices africaines, Maïga Kadibabi, n'a pas manqué de mentionner l'intérêt de cette campagne de sensibilisation. Les activités de sensibilisation que ces jeunes vont entreprendre dans les différentes écoles sur la lutte contre la maladie Ebola est une action citoyenne que vous avez bien voulu soutenir et qui leur permettront de contribuer, j'en suis sûre, efficacement à cette préoccupation de dimension nationale. Selon la première dame Keïta Aminata Maïga, les élèves doivent être des relais dans leur communauté pour mieux véhiculer les bonnes pratiques d'hygiène. Vous devez sensibiliser partout où vous serez, à l'école, à la maison, au sport, dans la rue. Ne manquez aucune occasion pour informer et prévenir vos camarades et toute autre personne que vous rencontrez. Chers enfants, en tant qu'ambassadeur de la lutte contre Ebola, chacun de vous doit donner le bon exemple en respectant les mesures d'hygiène et de sécurité édictées par nos autorités sanitaires. Après l'étape de Bamako, la campagne sera lancée dans toutes les régions du Mali. C'était le point avec Fanta Diakité. L'unité nationale et la cohésion sociale dans la diversité culturelle pour la paix. C'est autour de ce thème que la caravane culturelle pour la paix a tenu une conférence débat au Centre international de conférences de Bamako le samedi dernier. Placé sous le parrainage du ministère de la Réconciliation nationale, plusieurs personnalités et membres de la société civile ont pris part à cette conférence débat. Tadandomogo nous fait le point. Cette conférence débat qui se tient en marge des pourparlers intermaliens à Alger se veut un cadre de dialogue entre les fils du pays. Mohamed El Medi Agamoulou, chargé de conférences et de relations avec les partenaires Festival du désert. Il est important pour nous de se poser des questions sur la cohésion sociale. Nous savons bien que le Mali, c'est un pays d'histoire glorieuse. Et donc, je t'ai posé des questions. Comment se fait-il que le Mali, étant un grand pays de ce genre, puisse aujourd'hui être en doute de son existence? Et c'est pour cela qu'on nous a dit qu'il était important d'organiser cette conférence pour vraiment mettre les Maliens ensemble, discuter de leurs problèmes et voir est-ce que c'est l'histoire qui sépare les Maliens ou est-ce que c'est les paysans qui les séparent. Pays d'histoire et de vivre ensemble, telle est les caractéristiques du Mali et que le représentant spécial adjoint de la MINUSMA n'a pas daigné les rappeler. Arnold Akodjono. Quand on est un grand pays, il y a des moments où l'histoire trébuche, mais l'histoire en trébuchant permet de se ressourcer dans ce qu'on a de plus fondamentalement vrai, de plus culturellement fort, et on s'ajuste au moment, aux difficultés du moment, et se sont passés la main. Il n'y a pas deux pays dans la région de l'Afrique de l'Ouest qui est cette exceptionnelle et, je dirais, magnifique description que le Mali. Quant au chef de cabinet du ministère de la Réconciliation nationale, Ilal Kamar Agum Oumar, il a remercié les uns et les autres pour leurs actions en faveur de la paix qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Il faut rappeler que cette caravane culturelle pour la paix qui a débuté le 4 février à Ségou a sillonné le pays pour porter les messages de paix à l'endroit des populations. Merci à Dalonomogo qui est justement avec nous sur ce studio, dans ce studio, pour la page inter de ce journal. Bonjour Dado. Bonjour Romy. Alors, quelles sont les nouvelles à l'international? Les actualités phares de ce lundi hors de nos frontières restent dominées par la menace que les Chebabs somaliens ont lancée contre les Occidentaux. En effet, ce mouvement terroriste somalien menace dans une vidéo diffusée le samedi dernier les centres
commerciaux ex-occidentaux. Le Mall of America à Minneapolis ou encore le Forum des Halles à Paris. Al-Shabaab vient de prévenir les États-Unis en particulier et les Occidentaux en général qui devaient s'attendre à des attentats dans leurs centres commerciaux identiques à celui qu'ils ont perpétré à Nairobi en 2013 et qui avait fait plus de 60 morts et de nombreux blessés. La menace est prise au sérieux aux États-Unis puisque le secrétaire américain à la sécurité intérieure Jeff Johnson appelle ses concitoyens à la prudence et à la vigilance. Pour terminer cette page inter au Mundambele, nous nous rendons en Ukraine où des combats et en même temps des échanges de prisonniers s'effectuent entre les deux camps. C'est un drôle de cessez-le-feu qui se joue dans l'est du pays et les séparatistes pro-russes affirment désormais vouloir retirer leurs armes lourdes de la ligne de front comme le prévoient les accords de Minsk. Pendant ce temps, l'armée ukrainienne a affirmé ce lundi qu'elle ne pourrait pas retirer ses armes lourdes des lignes de front et pour cause, les attaques des séparatistes pro-russes continuent toujours malgré l'accord de cessez-le-feu. Voilà Mundambele, c'est l'essentiel de l'actualité internationale. Merci beaucoup Dado Nomogo. Terminons ce journal par la page sport. Dans le cadre des éliminatoires combinés Afro-Basket Jeux africains 2015, le samedi au Palais des Sports, les Aigles du Mali se sont imposés 65-43 face aux Lions du Sénégal. Le match retour est prévu le samedi prochain à Dakar. Football à présent, les Aiglonnais du Mali ont validé leur ticket pour les demi-finales du championnat d'Afrique Cadet Niger 2015. Hier, au compte de la 3e journée du groupe B, les protégés d'Mbaïba se sont imposés 1-0 devant la Côte d'Ivoire. Le Mali affrontera le jeudi en demi-finale la Guinée-Conakry. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été présentée par Oumou Dambélé, mise en onde de Fatou Fall. Merci.